Bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir pris le temps de visionner ma présentation. Nous sommes ravis de partager des mises à jour sur une initiative pluriannuelle qui examine l'infrastructure rurale et de développement économique régional. Mon nom est Ryan Gibson et je suis un professeur dans le développement économique régional à l'Université de Guelph. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Sean Markey de l'Université Simon Fraser et Scott Butler de l'Université de Guelph, le docteur aussi Butler, oui, et Joe Malone de l'Université Simon Fraser et Ashley Weldon de l'Université de Guelph. Au cours des prochains instants, nous allons parler du contexte de cette initiative et du partenariat qui a mené à ce projet, les thèmes majeurs émergents de la recherche et les principales leçons apprises à ce jour. Cette initiative est financée par l'Alliance pour l'innovation agroalimentaire de l'Ontario. Comme vous pouvez le voir sur la page, nous avons une équipe formidable, composée de représentants de la Fondation canadienne de la revitalisation rurale, du ministère ontarien de l'Agriculture et de l'Alimentation des Affaires rurales, du ministère ontarien de l'Infrastructure, de l'Association des bonnes routes de l'Ontario, de l'Université Simon Fraser et de l'Université de Guelph. Pourquoi s'intéresser à l'infrastructure rurale? Eh bien, nous savons que les communautés de toute taille à travers le pays essaient d'équilibrer les réalités financières. Elles font face à une économie changeante, à une démographie changeante aussi. Elles font face à des infrastructures vieillissantes ainsi que des pressions croissantes liées au changement climatique. Nous savons également que l'investissement dans la productivité et de l'amélioration des infrastructures est un des mécanismes les plus essentiels et les plus puissants pour soutenir le développement économique, l'innovation et la résilience des communautés. Nous savons aussi que nous avons besoin de décisions fondées sur les preuves concernant les politiques en matière d'infrastructure rurale et d'investissement qui permettent aux communautés d'atteindre leur potentiel et la prospérité. Nous savons également que les communautés rurales sont différentes des communautés urbaines et que des approches politiques et programmes différents sont peut-être nécessaires afin d'atteindre ces objectifs et le dynamisme rural. Avec cela en tête, nous avons examiné deux questions de recherche cruciales présentées ici à l'écran. La première est de savoir si nos communautés rurales en Ontario sont capables de répondre aux pressions et aux opportunités liées à l'infrastructure. Deuxièmement, comment cette capacité influe-t-elle le développement économique à long terme, actuel et futur d'une communauté? Dans le cadre de ces questions, nous avons trois grands objectifs que nous nous efforçons d'atteindre. Le premier étant d'examiner la façon dont les communautés rurales de l'Ontario varient dans leur capacité à réagir aux pressions exercées sur l'infrastructure. Deuxièmement, étudier comment ces différentes capacités affectent le développement économique à court et à long terme. Enfin, de fournir des recommandations au gouvernement sur le moyen de développer une politique, un programme et des investissements en matière d'infrastructures rurales qui renforceront les capacités rurales et soutiendront le développement économique et de croissance à long terme. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Sean Markey, je fais partie de l'école de gestion des ressources et de l'environnement de l'Université Simon Fraser. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'adresse à vous depuis les territoires traditionnels non cédés des Squamish, Musqueam et de ces deux peuples, et je suis ici cet été dans une en Colombie-Britannique, oui, qui subit des incendies. Je suis conscient des traditions, des connaissances, la vision du monde des Autochtones qui peuplent ces terres. En ce qui concerne notre projet, il est toujours important de se poser la question: pourquoi est-ce important? Je pense que c'est important pour une série de raisons. D'abord, pour bien comprendre et reconnaître que l'infrastructure est vraiment le fondement des communautés et des économies rurales. Il est essentiel de reconnaître de plus en plus l'importance d'une approche axée sur le lieu, sur les communautés dans le développement rural. La COVID-19, comme beaucoup d'autres enjeux, a mis en lumière les lacunes et faiblesses réelles dans nos communautés rurales en raison des décennies de sous-investissement dans des domaines tels que la connectivité, les transports, l'accès à la santé en milieu rural, le logement abordable, etc. Ces lacunes sont des déficits
elles ne tiennent pas en compte l'avenir plus difficile qui s'annonce en raison des changements climatiques. Nous sommes donc confrontés à un avenir très différent qui nécessite des infrastructures différentes, des solutions nouvelles, de nouvelles façons d'imaginer nos communautés. Tout cela devra être informé et éclairé par la résilience, la durabilité et un engagement à l'équité. Nous avons également vu tout au long de cette pandémie un changement qui fait en sorte que des gens quittent les zones urbaines pour s'installer en zone rurale. Ce changement, cette dynamique de population prend beaucoup plus de temps à se manifester en termes d'investissement, de rattrapage politique pour ceux qui cherchent des espaces plus verts et des logements abordables. Nous devrons donc également voir comment le changement de la démographie rurale a été façonné par la pandémie et les besoins en infrastructures et des services aussi. Donc, il y a vraiment une pléthore de raisons qui soulignent l'importance, oui, de ce projet. Un aspect positif de cette pandémie, une utilité de cette pandémie, ça a été le raffinement du discours autour de prêt à l'emploi à digne à l'emploi. Alors, on voit une façon plus critique et plus intense sur le genre d'investissements qui sont nécessaires. Alors qu'on approche de cette fenêtre d'investissement dans les communautés et les infrastructures rurales, le discours sur le mérite de ces travaux, eh bien, prend une approche différente. Dans l'ancienne façon de faire, la réaction de 2009, eh bien, il y a eu beaucoup d'investissements inappropriés qui ont été faits dans les grandes industries qui n'ont pas su profiter aux communautés, aux travailleurs. Et des solutions instinctives aussi pour essayer de résoudre des problèmes en utilisant des stratégies du passé. Ces solutions improvisées, eh bien, d'une certaine façon, pour répondre à un besoin particulier à un certain moment. Compte tenu de l'avenir dans lequel nous entrons et des défis auxquels les communautés rurales sont confrontées, ces opportunités, eh bien, ne doivent pas être gâchées. Plutôt que de simplement être des pelleteurs de terre, il faut avoir une mentalité d'investissement associée à un discours politique autour de l'avancée, de l'avenir, les capacités, le changement climatique. Pour ce faire, nous avons besoin d'excellentes preuves, d'excellentes données. Je pense que cela aussi démontre l'importance en termes d'information envers les acteurs politiques et les décideurs sur le type d'investissement à réaliser d'un point de vue des communautés rurales. Nous avons besoin d'un engagement fort en faveur d'une prise de décision basée sur les données. Ce qui est un défi, étant donné le déficit d'information qui existe autour des communautés rurales et des petites villes. Je pense qu'on peut aussi voir le déficit de connaissances à fur et à mesure qu'on progresse dans l'échelle politique. La série centrale Insight a été un moment incroyable de mobilisation de connaissances à travers le pays en termes de réponse à la pandémie. Le CIRF ou le CRRF sur la communauté rurale a été une excellente façon aussi de souligner les lacunes. Et aussi dans le cadre de cette conférence, alors que nous sommes réunis pour partager l'information et l'apprentissage. Je pense que nous devons reconnaître et féliciter nos ministres provinciaux et fédéraux et les acteurs politiques pour leur travail, leur désir aussi, leur volonté de se mobiliser, de s'engager auprès des chercheurs, oui, et de chercher à obtenir plus d'informations et de connaissances sur la façon d'aborder la pandémie et de structurer les programmes et les politiques à venir. Je pense que nous avons assisté dans une large mesure à un véritable changement vers une mentalité d'investissement extrêmement positif, oui. J'ai bien hâte de voir où ce discours, ces politiques et ces fonds commenceront à circuler pour soutenir les communautés rurales plus résilientes à l'avenir. Bonjour à tous, mon nom est Jerry Mahoney et j'ai contribué au projet Building the Future en entreprenant une étude de cas approfondie de l'infrastructure verte rurale dans le sud-ouest de l'Ontario. Lorsque je parle d'infrastructure verte, je parle d'éléments naturels ou artificiels qui ont une fonction écologique ou hydrologique.
C'est une définition qui provient de l'énoncé provincial ontarien. Pour vous le dire de façon un peu plus simple, ce dont je parle sont toutes les zones naturelles et espaces verts autour d'une communauté et dans une communauté qui fournissent aux humains une sorte de bénéfice. L'infrastructure verte est un sujet qui se développe rapidement, en particulier dans le domaine de la planification durable. D'autres termes aussi comme infrastructure naturelle, solutions basées sur l'infrastructure naturelle, oui aussi sont utilisées. C'est une façon de résoudre des problèmes dans un développement urbain où on emploie les écosystèmes naturels et les fonctions naturelles du paysage. En ayant enlevé certains de ces environnements, eh bien, on réalise à quel point les espaces verts sont nécessaires pour donner à une communauté une sorte d'infrastructure bénéfique ainsi que des avantages multifonctionnels en termes de qualité de vie. Les communautés rurales ont largement été laissées à l'écart de cette conversation jusqu'à présent, la majorité des efforts étant concentrés sur les zones urbaines. Les communautés rurales, telles que mentionnées, ont leur propre développement, différentes pressions sur les infrastructures et gagnent à avoir des espaces verts dans des endroits qui sont habituellement riches en environnement naturel qui servent de base aux économies rurales et à leur caractère. Je vais donc prendre quelques minutes ici pour partager des conclusions qui sont ressorties du processus d'entrevue. La première est que j'ai été assez surpris de découvrir combien de communautés rurales se sont engagées dans le domaine de l'infrastructure verte depuis un certain nombre d'années maintenant, même si cela n'a pas été discuté avec ce genre de terminologie et que les projets naissent généralement en réponse à une pression économique ou des facteurs où l'infrastructure verte peut aider à résoudre des problèmes par les parties prenantes. Ça peut être un propriétaire rural qui essaie de ralentir l'érosion des terres agricoles ou un organisme de conservation qui cherche à améliorer la qualité de l'eau dans les cours d'eau. En fin de compte, dans les grands lacs aussi. Ou une municipalité qui a besoin d'améliorer la gestion des eaux pluviales et qui fait également, disons, des zones humides de ruissellement pour améliorer l'habitat des oiseaux. Peu importe son application, il est devenu clair que la collaboration est la clé du succès de toute initiative d'infrastructure verte. Lorsque l'on fait affaire à un changement d'utilisation des terres ou tout ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des terres, ça va avoir un impact, oui, sur beaucoup de personnes sur le terrain. Il est donc important que plusieurs parties prenantes soient impliquées pour réunir leurs perspectives, leurs ressources, leur expertise aussi. Puis, j'ai un point assez chargé ici pour conclure, avec quelques recommandations politiques qui sont ressorties lors du processus d'entrevue. Nous avons souligné ici le besoin d'améliorer la cohérence des politiques provinciales pour aider à établir une norme que les communautés participantes pourraient suivre quant à l'objectif derrière l'infrastructure verte et comment aussi ils peuvent efficacement penser et planifier autour de l'environnement naturel pour faire le meilleur usage des fonctions de l'écosystème. Deuxièmement, un financement fiable. L'infrastructure verte peut être une approche avantageuse à de nombreux défis de développement. Les municipalités rurales n'ont peut-être pas encore les fonds disponibles lorsqu'un projet est nécessaire. Il est donc par conséquent nécessaire que les niveaux supérieurs du gouvernement soutiennent un financement continu pour s'assurer que les parties prenantes sont en mesure d'agir lorsqu'elles sont prêtes et que c'est nécessaire. Et enfin, l'éducation et la formation, parce qu'il y a encore un manque de sensibilisation et de connaissances autour de l'infrastructure verte, surtout dans les zones rurales. En ciblant les connaissances, la mobilisation par des programmes de formation et en particulier le développement professionnel du personnel municipal, les urbanistes et les ingénieurs, et bien cela contribuera grandement à faire des infrastructures vertes une pratique courante afin de s'assurer que les communautés peuvent faire le meilleur usage de leurs services naturels.
Bonjour, je suis Ashley Wheaton, je suis candidate au doctorat à l'École de conception environnementale et de développement rural à l'Université de Guelph. Je suis ici pour vous partager, des résultats d'une enquête provinciale sur les leaders ruraux, ainsi que des questions sur les tendances et la recherche qui ont été soulevées durant les 3 années que nous avons entrepris le projet Building the Future, construire l'avenir. Nos questions ont vraiment été axées sur l'idée de savoir si les communautés rurales ont la capacité de répondre à leur pression sur l'infrastructure et les opportunités actuelles et comment cela affecte leur capacité à répondre aux objectifs et aux opportunités de développement économique à long terme. En particulier, dans le monde rural, on regarde la façon dont cela peut nous aider à naviguer, à se remettre de chocs comme la pandémie de COVID-19 et comment nous pouvons créer des cycles où on peut répondre aux opportunités et ainsi de créer un certain élan pour résoudre des prochains défis et créer de meilleurs résultats pour les communautés, plutôt que d'entrer dans un cercle vicieux où on ne peut pas vraiment répondre aux défis actuels et qui crée de façon exponentielle des problèmes encore plus loin. Nous avons été touchés par la pandémie en termes de collecte de données. Nous l'avons lancé à la réunion de Ontario Good Rose en 2020. Donc, fin février, alors bien sûr, tout cela a été affecté par la COVID-19. Cependant, nous avons une énorme réponse très positive à la relance de l'enquête de juin à septembre 2020. Nous avons également mené un certain nombre d'ateliers avec les membres de l'OGRA lors de conférences depuis 2018 en collectant et en recueillant des données sur des petites vignettes, des études de cas supplémentaires avec le travail de Melissa ainsi que Jim Maloney aussi, qu'on a entendu. Nous avons été soutenus par nos partenaires comme l'association Good Roads, les municipalités rurales de l'Ontario, le caucus des gardes forestiers de l'Ontario, le réseau régional des municipalités de l'Ontario, oui. Nous avons pu recueillir 265 questionnaires, ce qui représente 237 communautés, avec une représentation presque égale dans les 4 cadrans de l'association Ontario Goods. La majorité d'entre elles ont été identifiées avec un personnel et avec une très forte représentation des élus et des décideurs. Nous avons séparé cela pour voir si les répondants avaient des réponses différentes en fonction de leur rôle. La majorité de nos répondants proviennent des municipalités avec une densité de population de moins de 50 personnes par kilomètre carré et une population totale de moins de 15 000 personnes. Nous disposons d'une grande quantité de données que nous sommes encore en train d'explorer et de mettre en forme de publications de rapports que nous partagerons dès qu'ils seront disponibles. Mais nous avons eu vraiment des réponses riches et très intéressantes. La plupart des gens ont l'impression que la gestion des actifs, la planification fonctionne pour eux. Ils sont conscients que ce sont leurs besoins, qu'il y a des déficits en matière d'infrastructure. Ils planifient leur avenir et croient qu'ils disposent de la capacité de prendre de bonnes décisions par rapport aux infrastructures. Donc presque tous pensent que l'infrastructure est liée au bien-être de la collectivité et au développement économique. Cependant, la façon dont nous établissons ce lien de façon tangible est un peu floue. Surtout lorsqu'on commence à parler d'infrastructures au-delà des routes et des ponts. Donc, lorsqu'il s'agit de technologies, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales ou d'autres choses. Des observations notables sont, par exemple, que le financement de type loterie ne fonctionne pas. Ça semble politique, compétitif, va à l'encontre de toutes ces valeurs que nous sommes censés encourager en termes de collaboration rurale et régionale. Favoriser ces initiatives conjointes est également plus difficile dans un contexte rural où on ne peut pas travailler si étroitement étant donné la distance géographique qui sépare les communautés voisines. La citation la plus marquante qui m'est venue était le besoin d'un financement cohérent et durable est tellement une priorité que l'un de nos répondants a dit que cela prendrait 0$ sur une base régulière si c'était nécessaire. Donc, il faut planifier à long terme, mais des revenus fluctuants ne fonctionnent pas. C'est une question de regarder la façon dont
les décisions dans un portefeuille affectent un autre domaine du développement économique rural et comment cela finit par affecter les leaders des communautés rurales. Ainsi, ce qui se passe au niveau provincial et fédéral a des répercussions sur la façon dont les municipalités rurales prennent des décisions sur leur propre avenir. Et souvent, ces communautés se sentent un peu à la merci de ce que les autres ordres de gouvernement décident. Les principaux thèmes que nous avons entendus sont l'utilité de la planification et de la gestion des actifs et le fait que les communautés rurales peuvent et veulent entreprendre ce travail s'ils sont bien appuyés pour ce faire. Ces communautés rurales ont des besoins différents, non seulement de leurs homologues urbains, mais entre eux aussi. Vous savez, la phrase qui nous accroche souvent, qu'on a vue aussi, est vraie. Il est difficile pour les leaders municipaux d'opérationnaliser, oui, ce lien de développement économique par des moyens concrets, autrement qu'en disant qu'il y a un lien. Donc, on doit vraiment commencer à élargir nos idées de la planification de gestion d'actifs pour inclure des liens sur le bien-être social et l'infrastructure. Aussi, nous devons trouver des façons d'appuyer les communautés rurales en termes de travailler avec des partenaires régionaux. C'est quelque chose qu'ils veulent faire, mais qu'ils trouvent aussi très difficile. Ils cherchent des façons de le faire de façon plus créative en utilisant un processus plus durable. Finalement, les communautés rurales ont besoin d'une approche holistique, transparente, à travers tous les ordres de gouvernement et tous les organismes avec lesquels ils font affaire. On traite différents processus au niveau provincial, national, régional, et cela crée des barrières excessives à l'entrée et à la capacité des communautés rurales. Très souvent, c'est un peu opaque et donc difficile de savoir comment on peut avoir accès au financement et comment on peut avancer en ce sens. Il est important d'examiner aussi les façons dont on récolte ces informations afin de combler les lacunes et les obstacles identifiés non seulement par les communautés rurales, mais par aussi toutes les associations et les communautés qui ont participé à notre enquête. Quand on regarde le déficit, on a calculé les ponts, en fait, et toutes les lacunes dans les routes, mais c'est 34,7 milliards de dollars. Et nous comparons cela à l'auditeur général qui a dit en 2016 que ce serait de 40 à 50 milliards de dollars pour construire l'infrastructure de fibre optique nécessaire à travers le Canada pour connecter les Canadiens à une large bande évolutive. Et puis nous superposons cela en sachant qu'il y a une menace climatique imminente. Eh bien, c'est important de voir le leadership nécessaire dans toutes les communautés alors qu'on se tourne vers un avenir de plus en plus incertain. Ça fait un énorme plaisir et vraiment, tout cela est important pour le succès de ce projet. Nous espérons que ces recommandations politiques pourront être complétées dans les 2 prochaines années en travaillant avec des partenaires tels que OGRAF, l'Université de Guelph, et s'assurer aussi que les communautés rurales ont ce qu'elles ont besoin pour connecter leur gestion d'infrastructures à leurs besoins actuels en matière de développement économique, oui. Nous voulons en entendre de votre part et nous avons bien hâte d'avoir une discussion avec vous après avoir visionné les vidéos. Qu'est-ce qui vous a surpris en termes de matériel aujourd'hui? Quant à ce projet, qu'est-ce qui vous rend curieux et qu'est-ce qui vous rend inquiet? De façon plus importante aussi, qu'est-ce que vous avez découvert dans notre travail? Comment est-ce qu'on peut connecter afin que les informations soient dans les bonnes mains? Aussi, n'hésitez pas à nous visiter au www.ruraldev.ca. Vous pouvez contacter Ryan ou moi, ça fera un plaisir de partager notre travail. Et n'hésitez pas à vous rendre aussi sur notre site web sur la recherche alors que nous allons publier davantage d'informations dans les prochains mois sur cette enquête et sur nos travaux alors que nous complétons les vignettes avec nos étudiants. Merci à Jay et Melissa, merci à tous et à toutes d'avoir participé et écouté. Nous avons bien hâte à une grande discussion. Merci beaucoup.